vous voulez bien prendre place, on va commencer la deuxième séance de... Deuxième séance qui est intitulée Flow numérisé. Nous avons 3 présentations. La première présentation est de Julien Lagèze, qui m'a écrit à 5h30 ce matin en disant « Ah oui, peut-être je pourrais changer ma présentation. » J'ai dit « Je ne sais pas. » Finalement, je vais le présenter à partir de quelques mots. Je vais m'interrompre et je vais le laisser faire sa performance après. Julien Lagèze fusionne réflexion critique et exploration des usages technologiques dans une démarche transmédiatique en constante évolution. Ah tiens, il a mis un point. Conçu comme une désintégration active et expansive du récit cinématographique, sa pratique interroge la matérialité et la dynamique narrative à travers l'entrelacement des supports numériques, matières tangibles, textiles, papier, gravé, espaces habités, corps en mouvement et flux sonores. Ces dispositifs mouvants et réactifs redessinent les frontières entre narration et sensorialité en générant des écosystèmes d'interaction où toute nouvelle itération amplifie les possibles. Si je suis familier, c'est parce que je dirige sa thèse et puis on a des conversations longues et florissantes et tout ça. Donc voilà pourquoi je fais. Julien, à toi de proliférer. Oh, yes. Préparer la suspension des tures sur la grille d'accrochage de la salle d'expérimentation. 3,20 m, hexagramme, largeur 1,50 m. Matériaux, tulle mat, fibres naturelles non traitées, couleurs texturées, instructions vestimentaires, vêtements de type combinaison de travail réinterprétée, matière lin naturel, coupe unisexe, capuche intégrée, masque partiel en bande de tissu identique, aucun logo ni couture apparente. Il est arrivé tôt. Aucune lumière encore. Il n'y avait que le volume de la salle d'expérimentation. Il avait apporté les rouleaux de tulle, des mètres de fibres nues, pâles, pas blanches, pas translucides, simplement suspendus à la question. Où commencer? Dans son dos, un escabeau métallique. Il l'installe sans hâte. La scène n'existe pas encore, seulement l'écho des gestes préparatoires. Il agence. Il pense en dépliant. Il est seul dans l'espace, mais cela n'a plus d'importance. La lumière ne désigne aucun centre. Depuis le haut de l'escalier, un pan de tulle, un pan de tulle presque liquide, presque suspendu dans le vide architectural. Le tissu n'a pas encore de fonction visible, seulement une attente, une disponibilité, une tension dans l'air. Son corps est changeant, sans genre ni époque. C'est une présence fonctionnelle, méthodique, sans théâtralité volontaire. Sans théâtralité volontaire. Et pour Il porte une combinaison de lin, comme un bleu de travail vidé de son bleu, transformé par la lumière des néons en fibres tendres et denses. L'habit est tissé de manière irrégulière, comme si la fonction l'avait sculpté. Le tissu respire avec l'espace. Son visage ne paraît pas. une bande de toile traverse son front, recouvre sa bouche, disparaît de la capuche. Restent les yeux, comme suspendus à un dehors sans adresse. La capuche qui enveloppe son crâne ne protège de rien en particulier. Elle suit les plis d'un geste silencieux. Il se penche, il ajuste le pan de tulle, un câble glisse. Il est tiré lentement, déroulé à la main. Son trajet suit celui du corps, sans le dominer. Il ne relie rien. Il propose une ligne souple, disponible, prête à moduler les connexions de l'avenir. On sent quelque chose se prépare. Il n'installe pas une œuvre. Il active un futur visible. Un devenir. Voix off. 1. Le récit qui se poursuit ici pourrait ne pas nécessaiter d'introduction. Je crois qu'il est de nature à se dévoiler et se situer de lui-même. Toutefois, j'indique une absence qu'il conviendrait de combler, celle de mes tentatives de réduire l'œuvre à quelques mots. Ce document audiovisuel juxtapose dans le même écran une performance d'autodocumentation et son écho, ancré dans ChatGPT pour contourner les limites de Sora.
Ce qu'il décrit est donc passé une première fois par une première phase où l'introspection a croisé l'instruction. Cela me fait interroger. Ô troublante solitude, physique lorsque je compte, suis-je en train de me parler? C'est à peu près à ce moment-là, en m'épuisant à déjouer l'immédiateté des réponses délirées par l'IA, que j'ai commencé à brasser l'idée d'affronter les biais qui s'infiltrent à travers ces mondes algorithmiques, en admettant que cela consiste aussi à me confronter à mes propres limites. Quelle est notre responsabilité dans la constitution de ces livres? Pause. Le temps de penser. Voix off 1. Tu sais, ici, ce n'est pas l'installation qui donne lieu à l'écriture. Il s'agit de faire œuvre-texte depuis l'intérieur d'un dispositif performatif qui rejoue, recompose, multiplie les couches d'agents, d'outils, de corps et de protocoles. Ce qui s'annonce ici appelle un geste d'inscription réflexive qui transmet, sans rhétorique d'autorité, la manière dont ce dispositif est à la fois narratif, critique, technique, poétique et spéculatif. Séquence 2. Les pendules deviennent des écrans mobiles, accidentés, qui n'encaissent rien mais laissent passer l'image. Parfois elles se déchirent, parfois elles se reforment. Le lin brut, écru, épais, flotte légèrement sous les mouvements de la scène. Une capuche suit la ligne du crâne. Un bandeau de voile simule la bouche, le nez, le front. Les yeux seuls traversent la matière, attentifs au courant d'air et à la tension des points d'ancrage. Il est difficile de savoir si l'homme regarde l'image ou le tissu. Peut-être les deux coïncident. Son bras reste tendu plus longtemps que nécessaire, comme pour éprouver la résistance du dispositif. Rien ne retient son geste. Il ne cherche pas à conclure, il inscrit une durée. Mardi 14 janvier 2025. Encore un accroc dans la transmission. Mais pour faire savoir quoi exactement? Et quels sont les obstacles rencontrés? Et qu'ai-je rencontré exactement? Et à quoi ce sentiment est-il lié exactement? Et est-ce vraiment exact? Et à qui suis-je en train d'adresser ceci? Et pourquoi suis-je en train de le faire? Et est-il légitime de le faire? Et le cadre de cette expression existe-t-il? Et que dois-je faire de ce cadre? Et cette question est-elle la bonne? Et y a-t-il des bonnes questions? Et y a-t-il des façons de les formuler qui tiennent? Un point d'interrogation est-il nécessaire, ici, en surimpression? Aucune surimpression. Et voilà que j'interroge la forme. Et la syntaxe, d'ailleurs. N'est-elle pas un espace de conflit et d'incertitude? Une ouverture encore suspendue? Mais avec quoi suis-je en train de lutter? Et qu'est-elle en train de surgir? Oui, elle. Les choses ne se transforment-elles pas? Et où suis-je exactement lorsque j'évoque espace, friction, incertitude et émergence? Pourquoi suis-je en train de revenir en arrière? Et que reste-t-il en moi d'autre que ce sentiment diffus de délivrance mêlé d'incomplétude qui s'accroche? Et que puis-je exactement saisir s'il y a ambiguïté? Et pourquoi suis-je en train d'essayer de retenir quelque chose alors qu'il s'agissait de partage et que sur le moment je l'aurais fait sans réserve, si le cadre ne m'avait retenu? Et pourquoi serait-ce un manque si le don est possible? Et voilà qu'émerge l'impression qu'en parlant sur l'œuvre, en position de surplomb, j'aurais volé à l'œuvre sa pleine expression et je ne l'aurais pas laissé se déployer pleinement. Et le temps que tu te reproches d'avoir volé à l'œuvre par ce flot de paroles que tu peux t'empêcher de retenir, n'est-il pas l'espace même du conflit et de l'émergence, l'endroit où se réclame justice? Et cela n'encourage-t-il pas la décélération, la mendicité, L'endroit où se réclame justice? Et la contestation? Mais pourquoi aurais-tu le sentiment que l'œuvre n'a pas pleinement opéré? Parce que c'est un objet technique? Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné si sa vocation est de mettre en crise? Autrement dit, de parler des images, mais d'une certaine façon qui ne peut se réduire au langage. Et si nous étions perpétuellement dans une crise de l'objet technique et non de la parole qui parle trop? Et si ce trouble était celui de la relation de l'objet technique à notre expression?
Cette reglisse en quintesse va au délire du simplice déferlement des diatribes entre thérapie et praticité, ou rationalité et crépitante, pour encenser une approche héliotrope qui reconnaît l'intersection fontanelle entre ces diffusions. Reglisse, renaissance, choisi pour son évocation douce amère, remplace renaissance pour évoquer le renouveau avec une touche subtilement différente. Quintesse, quintette, maintient la notion de nombre tout en ajoutant une qualité de finesse et d'extraction essentielle. Introduit une notion de dépassement intense, préchaotique, contrastant avec le calme implicite du au-delà. Simpli joue sur simple en y ajoutant une touche de complication ironique. Déferlement, dépassement, remplace dépassement par une image plus dynamique et visuelle de vagues ou de mouvements. Diatribe évoque des arguments passionnés plutôt que des divisions sèches, ajoutant de la vie au texte. Théorie glisse de l'abstraction à une application plus concrète et curative, en phase avec la notion de soin. Praticité emphasise l'aspect utilitaire et fonctionnel avec une sonorité proche mais enrichie. Rationalité, légèrement altérée pour une sonorité plus complète et arrondie, crépitante. Transforme la créativité en quelque chose de visiblement vibrant et actif. Encensé porte l'idée d'encouragement à un vocabulaire religieux. Séquence 3. Geste invisible. Au sol, des voiles en attente forment une topographie discrète. Il les déroule, lentement, à la main comme on tracerait une ligne de fuite. Il passe entre les nappes, s'agenouille, corrige une boucle, tend un lien. Tout geste semble anticipé, comme dicté par les plis eux-mêmes. La lumière se déplace à travers le dispositif. Mais le projecteur n'existe toujours pas. Il n'a jamais été là. Seuls les effets persistent. Le technicien ne parle pas, mais est-il seulement technicien? Il ne joue pas, ou tout du moins n'en a pas l'air. Il prépare une scène qui ne commence pas. Aucun bruit, aucun commentaire, ni input, ni output, seulement le geste, inscrit dans la nécessité. Le câble n'est pas les corps, il est tension. Il est mémoire de la lumière et du son. Il est cette phase précédant la forme, où rien n'a encore de fonction stable. Il s'insinue entre les structures suspendues. Les voiles flottent, l'image flotte, le geste flotte. L'installation est encore un doute en train de s'ajuster. Il y a, dans la régularité du geste, une mémoire. Les câbles qu'il déroule aujourd'hui pourraient avoir été tirés ailleurs, dans une autre salle, à un autre temps. Rien ne désigne l'époque. L'unité du geste suffit. L'air semble porter les traces de plusieurs passages. Le tulle en garde le souvenir par pli interne. Un second corps n'apparaît pas. Mais son absence compose une strate. Quelqu'un a tendu l'autre extrémité. Il existe une tension invisible, distribuée dans les structures suspendues. La voix intérieure du lieu dit sans écho. Tout cela s'était déjà écrit, mais autrement. Le technicien ne s'interrompt jamais. Il règle sans tester. Il écoute sans interface. Son outil est tactile et la matière le reconnaît. Voix off. Quelle est la fonctionnalité de l'œuvre à cet instant de promesse d'instantanéité et de toute puissance créative, si ce n'est de ne pas avoir de fonction définie, mais de faire fluctuer le récit d'une crise? L'œuvre qui circule d'un objet à un autre, d'un plan à un autre. Je préférais qu'elle s'envisage comme un espace où nos limites et nos espoirs se rencontrent et produisent autre chose qu'un écoulement de données statistiques. Tu parles d'une donnée si liquide qu'elle s'écoule entre nos mains sans que nous puissions réellement nous en saisir, sans qu'elle s'attache à la matière qui compose nos outils, à moins de la considérer autrement, peut-être comme un don, comme on dit une intelligence, et non comme un épuisement suicidaire de nos ressources. Où passe cette intelligence si l'intention est carnassière, sans cette générosité ouverte, sensible, si la pensée elle-même n'est plus fluide mais dirigée par une valeur moyenne? Scène 4. Hallucination. Instruction de protocole média. Générer 4 à 500 itérations utilisant Sora. Supprimer celles dont la cohérence temporelle est beaucoup trop douteuse, ou celles où les corps semblent se désynchroniser de la réalité physique.
utilisation du concept de différence et répétition, Deleuze, 1968, consistant ici à opérer un montage de séquences pontées pour situer l'action d'installation de telle sorte que l'emphase n'est pas mise sur les hallucinations de l'IA, mais sur l'écart avec la prise de vue réelle, opérée salle d'expérimentation lors de ma performance d'autodocumentation. Le pied cherche à se poser droit, lentement. Le poids du corps s'ajuste, mais la marche retient un peu plus qu'elle ne devrait. Les points de contact de l'escabeau semblent répondre avec une fraction de délai. Une tension reste en place, une infime latence. Rien ne correspond complètement, comme si la réalité, trop ténue pour être lue, avait cédé d'un millimètre. Le pendule à gauche bouge sans cause. Le torse suit, puis la tête. Le geste est net, mais le mouvement semble distendu. Le dos reste tourné. Une souplesse particulièrement anormale. Le film Les Ondes Grises, devenu le vecteur de ma recherche-création, se comprend à la fois comme une matrice de création et comme le point d'inscription d'une descendance d'itération en perpétuelle réinvention. Bien des années après avoir commencé cette œuvre laboratoire, conçue comme une remédiation continue de ces récits techniques et culturels, j'ai eu l'impression qu'elle pouvait aussi servir de témoin de notre relation à la technologie. Je l'interroge de l'intérieur, à partir de stratégies que je transpose aujourd'hui dans mon usage de l'intelligence artificielle, que ce soit pour travailler le texte ou plus récemment de l'image. Ce qui m'importe, c'est sa capacité à engager une discussion sur l'emprise à travers la technologie. Mais je ne pourrais soutenir cette proposition ni même tenter de la défendre rationnellement sans risquer d'épuiser l'œuvre et sa capacité à nous faire ressentir. Il serait injuste d'en appauvrir ainsi les ressources. Tenter de le démontrer, ce serait inverser ce que permet une œuvre, non pas illustrer un savoir, mais emporter l'expérience. Sur impression. Ce que vous avez vu n'est peut-être jamais arrivé. Attention, lumière. Très prête, attention aux yeux. Merci beaucoup. On va enchaîner doucement avec la prochaine présentation de Marie-Christiane Mathieu. C'est bon? Ok, oui. Marie-Christiane Mathieu est une artiste transdisciplinaire et professeure titulaire à l'École d'art de la Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design de l'Université de Laval à Québec. Sa recherche porte sur les environnements hostiles et les formes de vie que ceux-ci engendrent. Elle réfléchit sur ce que pourrait être une esthétique du transit. Il développe des méthodes de travail en art afin de construire des objets critiques, agissant comme des formes de prévoyance. Elle travaille avec la photographie, le film, la radio, la réalité virtuelle. Elle a aussi une pratique en sculpture. Tout au long de sa carrière, elle a répondu à de nombreuses invitations d'exposition et de conférences aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Autriche, en Angleterre et en Allemagne. Elle a participé à des résidences de travail au Banff Center, au Holo Center de New York et au je ne l'ai pas pratiqué, excusez-moi, Kunsthochschule de Cologne. Vous avez compris que mon allemand n'est pas tout à fait au point. Elle a reçu plusieurs prix et bourses, dont le Holography Award, qui est décerné par Sea Shearwater Foundation Company. Elle nous fait une présentation intitulée « Quand les flots bleus de la rivière et la pluie de la haute ville atteindront la galerie », un essai sur la gentilité du Digital Shadow, Marie-Christiane. J'ai passé déjà 5 minutes. Non, on parle de chrono après. Voilà, c'est ton 5 minutes de gloire quand même. Oui, ben oui. Voilà,
Marie-Christiane, la parole est à toi et ça commence maintenant. Bon, merci. Bonjour tout le monde. Voilà. L'exposition, je parle d'une exposition et des réflexions qui ont émergé suite à l'expérience vécue dans cet environnement virtuel. L'exposition est en cours, donc ma réflexion est encore embryonnaire. Donc, quand les flots bleus de la rivière et la pluie de la Haute-Ville atteindront la galerie, essai sur la gentilité du Digital Shadow, fait suite aux différentes recherches liées au projet Nous sommes tous des astronautes, scénarios et prototypes pour des temps extrêmes, qui depuis 2020 investit les enjeux liés aux textiles innovants, aux ondes inondables en Amérique, aux procédés et constructions éco-responsables et habitats et capsules d'urgence. L'œuvre repose sur des études scientifiques gouvernementales. Elle fait aussi suite à quelques discussions avec des membres de l'équipe de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval, l'ESSAD. Cette expo constitue la première installation performative de ce vaste projet. Les collaborateurs pour ce projet sont Vincent Isabelle, étudiant à la maîtrise en arts visuels de l'Université Laval, et Jonathan Quentin, qui n'est pas présent en ce moment. La deuxième. Le contexte. En fait, l'idée, c'était, suite à ce voyage que j'ai fait dans les... Oh non, en fait, je ne suis pas rendue là. Okay. Alors, l'idée, c'était de reproduire une inondation dans la Galerie des arts visuels. Donc, faire cela demande de faire converger une multitude de micro-phénomènes qui opéreront un certain réalisme, restant tout de même spéculative, cette simulation explore des futurs plausibles dans l'anticipation des conséquences liées au changement climatique. Nous nous inspirons d'abord des conditions actuelles qui engendrent les inondations, puis à l'aide de modèles de projection des changements climatiques, nous avons élaboré un scénario probable. Donc, ici, on peut dire, on voit sur les cartes interactives des zones inondables du Québec et sur le site Climate Central, il est indiqué qu'une partie de Limoilou, de Vanier et de la basse-ville de Québec sont à risque. Plusieurs quartiers de la ville de Québec seront inondés chaque année d'ici 2030. Donc, on continue. La galerie, alors, ça c'est le contexte, on passe au... Je pense que je suis finalement. Donc, 4 pistes de recherche et de réflexion nous ont menés à créer cette œuvre-là et le projet en général. Donc, la galerie comme objet, l'enquête sur les probabilités d'inondation, l'ombre numérique et l'ombre et son agentivité. Premièrement, la galerie comme objet. Donc, la galerie est située dans un demi-sous-sol de l'édifice de la fabrique. On y accède descendant un escalier de 2 marches sous le niveau du trottoir du boulevard Charette. À l'intérieur du bâtiment, la galerie est entourée d'un corridor menant à l'escalier arrière de la bâtisse. On doit monter 9 marches pour atteindre la sortie arrière donnant sur la rue Sainte-Hélène. On repérera le long du trottoir de cette même rue quelques bouches d'égout. Un grand stationnement occupe l'entièreté arrière de la fabrique. Ce stationnement est recouvert de gravier. Un peu plus loin, plusieurs escaliers et un ascenseur mènent à la Haute-Ville de Québec. On y voit aussi la côte d'Abraham, une voie de circulation publique pentue reliant la basse-ville à la Haute-Ville. En cas de pluie abondante, ce plan de stationnement pourrait-il recevoir l'écoulement des eaux de pluie venant du quartier Saint-Jean-Baptiste que vous voyez, alors on voit le stationnement, puis là c'est le quartier Saint-Jean-Baptiste qui est très, avec une pente très, très, très forte. Donc, c'est la question qu'on se posait en réalisant ce projet. Donc, il faut vérifier. En fait, on est tous dans de la spéculation.
À date, aucune inondation a eu lieu, mais on prévoit les scénarios un peu catastrophes. Alors, donc, l'enquête. Pour réaliser ce projet, il fallait avoir des éléments probants permettant de croire que l'inondation de la galerie par la rivière Saint-Charles, qu'on voit ici, rivière Saint-Charles. Alors nous, on est situé ici, juste aux abords de la rivière Saint-Charles, la galerie. Donc, il fallait avoir les éléments probants permettant de croire que l'inondation de la galerie par la rivière Saint-Charles était réaliste. Sinon, il fallait imaginer des conditions les plus extrêmes pour qu'elle ait lieu. Quel serait le pire scénario pour qu'elle ait lieu? Il fallait trouver les éléments probables pour créer l'inondation parfaite et justifier l'œuvre en question. Il fallait vérifier, les possibilités, on est encore dans les possibilités d'inondation. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce terrain-là, il est très argileux, donc il est imperméable, et donc on remarque régulièrement, 2-3 fois par année, des inondations dans le quartier Limoilou et autour. Il y a aussi une autre possibilité, mais c'est des événements assez exceptionnels, ce serait la combinaison des grandes marées et des grands vents. Par rapport à la rivière Saint-Charles, on s'est rendu compte, en fait, on nous a indiqué que il y avait quand même, le débit était régularisé et que avec des écluses, donc qui contraignaient l'écoulement de l'inondation. Il y a aussi des nouvelles canalisations qui ont été faites sur le boulevard Benoît XV, qui est dans Limoilou, la partie la plus affectée du secteur, et qui justement récolte toutes les eaux de la rivière et des pluies. Donc on passe. Il faut aussi savoir que c'est un milieu post-glacial, donc il y a un phénomène isostatique, c'est-à-dire que la Terre bombe. Le Québec et plus largement le Canada ont été profondément affectés par ce phénomène, surtout à cause des glaciers qui ont recouvert la région durant la dernière période glaciaire. Donc, les possibilités d'inondation sont quasiment nulles si on parle de la question de l'inondation par les rivières et par l'océan, le fleuve. On a toujours l'impression qu'on va être inondé, mais c'est le contraire qui est en train de se produire. Donc, l'élément qui viendrait changer la donne, ce sont les pluies. Il n'y a pas plus de pluie, mais quand il pleut beaucoup plus. Donc, on est parti sur cette idée de l'inondation par la pluie. Alors, on va dire la page 9. Non, ça va. Donc, les pluies de plus en plus intenses deviendront le réel problème. Quelle est la quantité d'eau pouvant être absorbée? Nous devons consulter les ingénieurs du réseau d'égouts pluvieux. Il y a aussi un autre phénomène qui est le phénomène de bris qui sont reliés au bâtiment lui-même. Donc, bris des gicleurs, des tuyaux au printemps. En fait, on a eu un bel exemple à l'Université Laval, dans le grand herbier Louis Marie,
où, au pavillon marchand, où toute la collection a été inondée suite à un bris de tuyaux et où les gicleurs sont partis. En plus, c'était de l'eau chaude. Donc, la collection, par chance, ils ont réagi assez rapidement, mais... OK, 10 minutes. OK, bon. L'ombre numérique, donc, l'ombre, alors... la question de l'ombre numérique, le digital shadow, fait référence à la réplique digitale complexe d'un objet, d'un bâtiment, d'un système d'art. Oui. L'ombre numérique, oui, c'est ça. Alors, ça s'inspire des ateliers donnés par le professeur Rafika Haji, qui est membre du Centre de recherche en données et intelligence géospatiale de l'Université Laval. Alors, toutes les données recensées sont des données qui sont relatives au bâtiment lui-même, à la structure, aux réseaux d'aqueducs, l'augmentation des précipitations, les données relatives à l'écoulement des eaux, le débordement de la rivière Saint-Charles et les grandes marées. Passez au suivant. L'ombre numérique est taillée sur les dimensions de la galerie. Comme un habit ou comme un gant. Tous les éléments structurels et fonctionnels de l'espace y sont respectés. Il faut identifier les failles du bâtiment pour que l'infiltration soit possible. Nous avons localisé 4 points d'entrée dans la galerie, la porte, les fenêtres, le drain et les tuyaux. Et là, donc, on marche dans l'eau, on sent l'eau, le son de l'eau. Le son est hyper important dans cette production-là. Oh, 0 minutes. Non, la dernière minute. OK, on y va. OK, donc l'ombre et son agentivité, on peut passer carrément. Donc, le concept clé de l'agentivité de l'ombre numérique exerce sur l'objet et sur l'utilisation de l'expérience où les frontières de l'espace, du temps, de l'identité deviennent floues. La question soulevée par ce projet évalue l'étendue du décalage entre la persistance du réel et la réalité virtuelle, provoquant une disruption insistante, voire esthétique, dans l'expérience spatiale et sensorielle. On se base sur l'ouvrage ce que nous voyons, ce qui nous regarde, de Georges Didier Huberman. J'ai encore. Donc, l'aura serait comme un espacement œuvré et originaire du regardant et du regardé, un paradigme virtuel que Benjamin présentait avant, tout comme un pouvoir de la distance, unique apparition d'un lointain si proche qu'elle puisse être. Donc ici, on a... Donc, la vue extérieure, la galerie émerge de l'eau par un regard inversé. Vue de l'extérieur, l'œuvre absente allant et venant sous nos yeux et hors de notre vue, une œuvre anadiomène de l'absence, anadiomène voulant dire qui sort de l'eau. Et là, c'est juste pour vous montrer que l'expérience est vécue comme réelle et vu qu'on est vraiment très taillé sur la mesure de la galerie, on peut toucher même à la galerie. Tous les éléments sont vraiment bien fixés. Donc, voilà donc où joue l'agentivité de l'ombre numérique, ce fantôme de choses à peine qualifiées, cette pure voluminosité qui conjugue deux états normalement contradictoires de la vision, le volume tactile ou construit et la luminosité optique, incirconscriptible, la possibilité étrange et unique d'un supplément phénoménologique. Alors, je vais arrêter là. C'était là, il m'en restait une. Merci beaucoup.
On va passer à la dernière présentation de ce bloc. C'est Boris Nouvellier qui va nous la présenter. Boris, si tu veux venir. Boris est chercheur et bibliothécaire de liaison pour les études littéraires, le théâtre et la sémiotique à l'UQAM. Il détient une maîtrise en sciences de l'information, enrichie par des formations en philosophie, cinéma et littérature. Il fait présentement un projet doctoral sur l'utilisation des robots conversationnels en création dans un contexte universitaire. Avec une expérience diversifiée dans les institutions de recherche, il s'intéresse à la croisée des mondes académiques, culturels et technologiques, avec pour objectif de promouvoir un accès élargi au savoir et une utilisation critique des ressources numériques. Sa présentation est intitulée « Entre l'encre et le code, les créations littéraires augmentées ». C'est à toi, Boris. Merci, Louis-Claude. Bonjour. Alors, ça, c'est un projet de recherche que j'ai commencé cet hiver, projet de recherche-création, où j'expérimente mon propre processus d'écriture de fiction, écriture littéraire, et je vois comment l'intégration des intelligences artificielles, plus particulièrement robots conversationnels, l'influence. Donc, en gros, l'idée, c'est ça, c'est d'écrire avec ChatGPT 4.5, c'est ça que j'ai utilisé. Et je vais vous mettre les objectifs spécifiques, je ne les lirai pas, là, mais on voit les mots-clés, efficacité, capacité, limite, enjeu, enrichir, les intrigues, etc. Aujourd'hui, ça m'intéresse moins, là, plusieurs mois plus tard, là, ça m'intéresse beaucoup moins. Ce qui m'intéresse, c'est plus quel effet ça fait sur moi, sur ma pratique, comment ça influence ma pratique et ma vision de l'écriture de fiction. Et en gros, est-ce que la co-création, l'écriture augmentée, c'est quelque chose de souhaitable? Je n'ai pas de réponse pour vous, mais on va jaser. Donc, 3 axes de recherche-création. Tout d'abord, écrire ou réécrire, faire écrire, réécrire le chatbot sur des contraintes littéraires, un peu dans le genre de Lolipo. Génération des textes imitant mon propre corpus et voir un peu qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis qu'est-ce que ça dit aussi sur mon propre style, qu'est-ce qui est imitable, qu'est-ce qui est moins imitable. Et ensuite, plus la co-création, donc amélioration, suggestion, des choses comme ça. Ce qui est comme le volet que c'est jusqu'à maintenant un peu moins exploré parce que ça me semble plus évident, comment ça fonctionne, on en parle déjà beaucoup, mais je vais quand même vous montrer quelques trucs que j'ai trouvés dans ma revue de littérature. Alors, premier axe, c'est la réécriture sous des contraintes littéraires. D'abord, les contraintes plus qui fonctionnent avec la construction des mots, les épigrammes, enlever une lettre dans le texte, les syllabes, ça ne fonctionne pas avec les robots conversationnels, parce que les robots conversationnels décomposent le texte avec des tokens et non pas avec des lettres. Donc, des tokens, c'est des parties de mots ou des mots. Donc, si vous demandez à ChatGPT combien il y a de T dans la littérature, il va essayer de deviner, mais il ne saura pas vous répondre. Donc, il ne peut pas faire d'épigramme. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai essayé un exercice surréaliste qu'on appelle le jeu du dictionnaire. Donc, le jeu du dictionnaire, c'est qu'on prend un texte puis on remplace tous les mots ou tous les verbes ou tous les noms communs par le prochain mot dans le dictionnaire, où il y a aussi le jeu du dictionnaire plus 6, donc les 6 mots plus loin dans le dictionnaire. Donc, ici, ça, c'est un texte généré par ChatGPT. Et donc, on voit ici que l'intelligence numérique réfléchie sous la conscience du vide devient l'intensité numismatique réfléchie sous l'inconscient du vidibus. On voit qu'une pure construction virtuelle privée de corps, de sens ou d'émotion devient un pur consul virtuel privé de cordage, de sens ou d'émotage. Donc, c'est une exploration qui peut être amusante, intéressante. Les surréalistes faisaient ce genre d'exercice-là pour se déconnecter l'acte de création de la rationalité, explorer l'inconscient, écrire avec l'inconscient.
Bon, là, c'est pas un accès à mon inconscient, qui n'est pas plugué sur mon inconscient jusqu'à maintenant. Mais est-ce que ça permet d'accéder à un inconscient collectif? Je ne sais pas. Tout ça pour dire que ce genre d'exercice-là est limité dans le sens que c'est une exploration, mais après ça, on va-tu vraiment écrire comme ça à long terme? Je pense pas. Après ça, les limitations de genre, transformer les genres, les styles, souvent ça va être beaucoup des caricatures. Puis je pense que ça va rester encore longtemps. Ça reste très caricatural. Mais il y a des choses qui fonctionnent quand même. Puis le troisième type de contrainte, c'est vraiment les contraintes formelles. Donc, écrire un texte seulement en utilisant des temps verbes spécifiques, seulement la voix passive, sans verbe composé, avec des interjections, tous ces genres de choses-là que l'Oulipo a exploré. Le but de ces contraintes-là, c'est de se forcer à écrire autrement, d'explorer une autre littérature. La disparition que Georges Perec a écrit sans la lettre E, c'est intéressant parce que ça le force à utiliser une langue auquel on n'est pas du tout habitué, parce que presque la grande majorité des mots utilisent déjà la lettre E. Donc, faire ça en tant que créateur, en tant qu'auteur, c'est quelque chose qui nous force à le faire d'une autre manière. Mais le faire générer par l'intelligence artificielle, moi personnellement, je ne vois pas un grand intérêt. Par contre, tester ce genre de contraintes-là avec ChatGPT, ça me permet de constater quelque chose, c'est que les auteurs qui ont écrit sur l'Oulipo et sur la littérature de contraintes, certains avaient tendance à dire qu'à un moment donné, la contrainte devient tellement contraignante que finalement, ce n'est pas l'auteur ou l'autrice qui écrit, c'est la contrainte. Puis aujourd'hui, mes tests me permettent de dire que je ne suis pas d'accord avec ça parce que il y a 10 ans, j'aurais été d'accord. Mais aujourd'hui, je ne suis pas d'accord parce que combien même le choix du mot qu'on choisit ou des lettres qu'on choisit est extrêmement limité, ce choix-là devient quand même reste un acte de création humain. Et le robot va choisir le mot le plus probable ou un mot qui aurait été programmé selon ses algorithmes de choisir, selon certains processus décisionnels. Mais pourquoi est-ce que l'humain choisirait tel mot ou tel mot dans tout ce qui lui reste? Ça reste l'acte de création. Deuxième axe, génération de textes qui imitent le corpus. Donc, l'exemple que je vais vous donner est basé sur un type de texte que j'ai écrit qui se base sur des théories fictives, c'est-à-dire que je théorise l'idée de quelque chose qui n'existe pas, une théorie spéculative. Par exemple, j'ai écrit un texte qui imagine l'évolution de la théorie littéraire et de la fiction dans un monde post-apocalyptique zombie. Donc, comment la théorie littéraire évolue après l'apocalypse zombie. Un autre texte que j'ai écrit imagine une bibliothèque qui catalogue des choses qui n'existent pas. Donc, ça, c'est ce genre de théorie-là. Et donc, j'ai donné ce texte-là à ChatGPT. Je lui ai demandé de me suggérer des idées de textes similaires. Donc, après un va-et-vient, il m'a suggéré un précis d'ethnologie d'objets rebelles. C'est un texte qui parle d'objets qui développent une conscience rudimentaire et refusent d'accomplir de fonctions prévues. Donc, on identifie 3 types de catégories, les objets passifs-agressifs, les objets anarchistes et les objets mélancoliques. Donc, voici un extrait. Les objets passifs-agressifs constituent la catégorie la plus courante. Ce sont des objets qui manifestent leur rébellion par une non-coopération subtile mais constante. Par exemple, les stylos qui cessent d'écrire uniquement lorsqu'ils sont sollicités pour signer un document crucial ou les imprimantes qui refusent systématiquement d'imprimer uniquement lorsque le délai est serré. À ce sujet, la célèbre étude sur l'imprimante rebelle en contexte administratif de 2026 reste à ce jour un incontournable. Donc, je n'aurais pas tendance à faire générer des textes de ce genre-là pour les laisser tels quels, mais il y a des idées ici qui me plaisent. L'idée des objets passifs-agressifs ou mélancoliques, l'idée d'une étude sur une imprimante rebelle en contexte administratif, je pense que ça nous parle à tous et à toutes. Donc là, il y a des idées que je pourrais aller chercher, les retravailler, les reformuler.
pour le troisième, il me reste combien de temps? 2. Deux. 3 minutes. Pour le troisième acte, j'en parlerai pas en détail, mais il y a des projets de recherche de création de robots conversationnels pour aider à l'écriture. Le Character Chat c'en est un, donc lui, ça permet de dialoguer avec des personnages, donc déterminer qu'est-ce qu'ils aiment pas, de quoi ils ont peur, pour un peu plus facilement développer un personnage. Le deuxième exemple, c'est un autre projet de recherche de robots conversationnels où là, on a créé un robot conversationnel qui nous permet de créer des personnages de lecteurs-lectrices pour la révision de texte. Donc, le robot conversationnel va faire semblant d'être une professeure cynique à l'approche de la retraite ou... Ça existe pas. Non, ça existe. On est dans la science-fiction. Ou un chercheur ou une chercheure compétiteur, etc., etc. Donc là, on est vraiment plus dans la révision. Puis, un troisième exemple, là, on est vraiment dans la co-création, donc se faire suggérer d'augmenter un passage, diminuer un passage, de transition, etc., etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Fait que, en gros, mes réflexions jusqu'à maintenant, c'est que moi, en 15 ans, j'ai écrit un roman, 2 pièces de théâtre, une dizaine de nouvelles. C'est pas beaucoup en 15 ans. Puis la raison pour laquelle je n'ai pas écrit plus, c'est par manque de discipline et par paresse. Donc, avoir un robot conversationnel qui peut générer des textes à partir de mon corpus, qui imite mon style, c'est une grande tentation. Une tentation à laquelle j'ai pas envie de succomber parce que, j'écris pas de la même manière aujourd'hui que j'écrivais il y a 5 ans ou j'écrivais il y a 10 ans. Donc, mon style évolue. Puis, toutes ces choses dont j'ai parlé depuis les 11-12 dernières minutes, le brainstorming, se faire réviser par une autre personne, c'est vraiment le fun d'inclure un robot conversationnel, mais il y a quand même une richesse aussi de se faire réviser par une autre personne. Après ça, quand on joue à avoir un réviseur désagréable robotique, là, on est comme dans une fiction, alors qu'avoir un réviseur désagréable pour vrai, c'est pas le fun. Tout ça pour dire que l'écriture avec les robots conversationnels est inévitable. Il y en a qui le font déjà, ça va augmenter. Ceux qui refusent de le faire doivent accepter d'être en compétition avec ceux qui le font et celles qui le font de manière probablement beaucoup plus rapide. Donc, c'est essentiel de se demander quel genre de littérature ça donne, quel genre d'auteur, d'autrice ça donne, quel genre de pratique ça donne, et aussi quel genre de lecteur, lectrice. Merci. Merci beaucoup aux présentatrices. C'est le moment de questions. Oui. Boris. Oui. Je t'ai pris au mot. Pendant que tu parlais, j'ai demandé à ChatGPT combien de fois la lettre T apparaît-elle dans le texte suivant? Je suis un humain et je n'aime pas les robots. Il m'a dit 2. Ensuite, peux-tu écrire un texte littéraire de 25 mots sans utiliser la lettre E comme Georges Perec? Dans un coin froid du Nord, un loup noir rôda. Il brava la nuit sans bruit, fuyant lui-même, lui, flou au clair du matin. Et tu disais que ça ne marchait pas, que ça fonctionnait en token. Je ne comprends pas ce que tu as dit. Réessaye-le plusieurs fois. Moi, j'essaie aussi, puis les épigrammes me disaient, comme j'ai dit, il va essayer. Ça se peut que statistiquement, une fois sur 2, une fois sur 3, ça fonctionne. Mais plus le texte est long, moins ça va marcher. Après ça, d'un point de vue programmation, je ne peux pas vraiment l'expliquer parce que je ne suis pas informaticien, je m'intéresse à la programmation dans une certaine mesure. Mais, restez-le plusieurs fois, combien il y a de lettres tel et tel dans tel mot, puis il finit par se tromper. Mais, c'est un peu comme pile ou face. C'est sûr que si j'essaie de prévoir, ça va être pas pile ou face, mais je vais l'avoir en même temps. Mais. Tu dis que ça fait de statistique. Ouais, c'est ça. Mais. On peut, je sais, continuer à essayer de le démontrer. Oui, mais ça s'améliore continuellement. Demain matin, qu'est-ce qui n'est pas possible aujourd'hui peut être possible avec ChatGPT. J'ai fait un épigramme avec la lettre A il y a comme une semaine, ça ne marchait pas. Il y avait 2 A. Bien. D'autres questions, commentaires?
Ah, ben, j'ai une question pour Julien. Moi aussi, c'était pour Julien. En fait, bravo pour ta performance. J'ai vraiment été fasciné par tout le travail du côté de l'intelligence artificielle au niveau visuel. Toutes les ressemblances et de ton côté, là, ce que tu as créé comme image réelle. Je me demandais, en fait, ton écriture avec l'intelligence artificielle, est-ce que c'est fait avant ou après ton tournage réel? C'est quoi la relation de le construit du réel et le construit avec des images virtuelles que tu as fait? D'abord, l'histoire de cette performance, c'est celle d'un échec, c'est celle de ma relation à la technique. Et c'est ce qui m'est arrivé, celle d'expérimentation, c'est-à-dire qu'à force d'échouer à utiliser Touch Designer, dans ma relation à mon apprentissage des technos, j'ai fini par renoncer dans ce fantasme mégalo d'installer un gigantesque dispositif qui représenterait un film déplié, fractionné, etc. etc. Et ce qui est la chose qui me plaisait le plus, je me suis rendu compte du plaisir que j'avais à installer des voiles, à me déplacer, etc. Et puis se poser la question de l'autodocumentation. Donc l'autodocumentation, ça a été une première performance, c'est-à-dire que j'avais une double conscience qui était celle d'à la fois installer un dispositif et puis de me filmer. J'avais vraiment cette espèce de double pensée en permanence, donc ça donne un mouvement très 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 agité. Donc il y a eu cette première idée du mouvement. Et quand j'ai fini effectivement par faire ce film, un film qui se faisait tout seul d'une certaine manière, qui était absolument le contraire d'un film sur lequel je travaillais depuis 25 ans, je me servais pour gloser, retravailler, etc. Donc je sortais d'une folie à ce moment-là. Effectivement, il y a eu une autre expérience qui était une autre manière de faire un film très rapidement. Donc chacun de ces plans faits sur Sora, je les pense en termes de production. Combien de centaines de milliers de dollars pour faire un plan hyper truqué en post-prod, etc., etc. Donc ça, c'est la conscience que j'avais. Et quand j'ai commencé à me poser les questions de comment faire ces plans sur Sora, en fait, j'ai repris tout le protocole de ce que j'avais fait dans la salle d'expérimentation. Donc c'est une espèce d'auto-ethnographie balancée sous la forme de prompts. Et le récit qu'on entend, en fait, c'est ce que je raconte c'est les prompts que j'ai donnés à Sora. Donc, qui ont été réécrits, et là, effectivement, c'est un scénario qui s'écrit à rebours, en fait. Donc, c'est le lien, en fait, c'est cette discussion entre ces trois étapes. Une question pour Julien. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est je ne sais pas comment tu l'as réfléchi, mais dans ces méthodes-là de génération avec les IA, il y a le problème en anglais, on appelle consistency, la cohérence. La cohérence. Comment tu arrives à créer la cohérence avec les problèmes que ça peut provoquer? C'est quand même une uniformité d'éclairage. Est-ce que c'est parce que le nombre d'images que tu produis et la sélection fait qu'on arrive à la cohérence, ou c'est dans les prompts que tu arrives à créer la cohérence? Mais il y a quand même une homogénéité, il y a quand même un esprit de cadre dans le film généré. Comment tu as procédé? Comment tu t'es débattu avec ça? D'abord, c'est, je pense, aussi lié à la perception qu'on a quand on regarde le film sur Sora. Et ce qui fait fonctionner un film, souvent, ce sont les raccords. Donc il y a plein de stratégies sur les raccords. Ça peut être des raccords de son, des raccords de mouvement, des raccords de lumière. C'est tellement dense ce qui se passe dans Sora que, d'une certaine manière, j'ai littéralement fait une sélection extrêmement rapide et intuitive, et j'ai jeté dans Première le montage. Je crois que je l'ai fait en 2 heures. J'ai jamais là aussi fait un montage aussi rapide parce que ça s'automonte. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des raccords dans l'image, donc le truc fonctionne. Il y a un mouvement permanent de caméra. Ça, c'est des trucs sur lesquels j'ai absolument, effectivement, aucune emprise. Donc effectivement, il y a une cohérence qui fonctionne elle-même, et ce que je pense, c'est qu'elle porte toutes les stratégies qui ont été avalées par l'intelligence artificielle, qui sont des strates et des strates d'éléments de langage cinématographique qui sont effectivement de façon extrêmement dense, qui se retrouvent, ça se monte tout seul. Mais effectivement, c'est extrêmement troublant à quel point effectivement il y a une relation entre le contrôle et quelque chose qui m'échappe totalement. Et en revanche, il y a plein de stratégies qui sont proches de celles du
d'une stratégie traditionnelle de cinéma qui consiste à faire plein de prises, se rater. J'ai fait beaucoup de démos en pub pour L'Oréal où on balance de l'eau sur des fleurs, donc on rate. Enfin bon, c'est des trucs, il faut faire 20 prises pour arriver. Il y a des choses qui sont assez proches effectivement des stratégies. Donc il y a plein de plans ratés, des sélections et évidemment je projette bien des stratégies du type hyper post-produire tous les problèmes qu'on rencontre, toutes ces défaillances qu'il y a dans les images faites avec Sora. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de m'épuiser effectivement à lutter de cette manière-là contre l'intelligence artificielle. Et tu as un ratio de 1 pour 1, c'est quoi ton ratio de tournage, de génération par rapport au montage? Il y a... En fait, alors pour le coup, le système itératif fonctionne extrêmement bien sur Sora, puisque dès qu'on produit un plan, il nous propose de le remixer, et avec des degrés d'intensité. Donc, je ne peux pas faire de statistiques, parce qu'effectivement, c'est des réactions immédiates sur la réussite, mais je crois que j'ai plutôt enlevé... C'était très intuitif, les choix, en fait. Donc, j'ai passé mon temps à me contredire, d'abord, parce que j'étais dans un truc un peu schizo en me disant je voudrais que ça ressemble le plus possible et je ne veux surtout pas que ça se voit que c'est un truc d'intelligence artificielle. Puis en même temps, j'avais la tentation de laisser apparaître ce qui serait la même chose qu'un miracle pendant un tournage. Donc j'ai passé mon temps à négocier avec ce truc-là. Autant te dire que cette notion de statistique m'échappe absolument totalement. Merci. Camille? Oui, en fait, c'est marrant parce que moi j'ai entendu dans la présentation, dans la perf et tout, que tu reprenais ce discours qu'on connaît bien parce que je suis un artiste, je ne peux pas faire cet effort réflexif et vous expliquer exactement ce que je fais avec mon œuvre, alors que c'est exactement ce que tu viens de faire. Et donc en fait ça me posait un peu la question de cette posture en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aller vers une thèse si finalement tu reprends cette posture qui pour moi est un peu quand même épuisée, enfin en tout cas dans le champ des études universitaires, parce que je veux dire un artiste a le droit de ne pas analyser son œuvre, mais dans ce cas-là, il y a un artiste de venir dans ces espaces-là où l'enjeu est ce que tu viens de faire, c'est-à-dire de rentrer la politique, de développer, et je crois vraiment, et moi je suis très attachée à l'endroit où je me situe, puisque moi je suis vraiment du côté de la théorie-là, et c'est important pour moi, et c'est vraiment éthiquement même très très important pour moi, de dire que quand je pose une parole sur une œuvre, jamais, en tout cas j'espère, j'y ai le plus grand respect, à ne pas la sécher, parce que j'ai pas la prétention déjà de tout dire sur une œuvre quand j'en parle, certainement pas. Je le fais avec une grande, enfin en tout cas j'espère, modestie. Et je pense qu'on n'est pas dans un... En tout cas, je ne pense pas les choses de façon binaire, je pense les choses de façon très complémentaire. Et je pense qu'une façon d'explorer son œuvre, et d'ailleurs tu l'as fait en partie en fait, c'est ça qui est contradictoire dans ce que peut-être tu portes. Et ce qui n'est pas facile à résoudre, je ne dis pas que c'est simple cette question-là, c'est justement comment on fait pour poser une parole qui est adaptée finalement à ce que tu ressens, c'est-à-dire, je pense qu'il y a plein de façons en fait, d'analyser ton œuvre sans rentrer dans les endroits que toi t'estimes trop... où tu as envie de laisser en fait mais ça, personne ne te dit que quand tu parles de ton œuvre, tu dois parler de tout en fait. Tu vois, tu as le droit de mettre un éclairage à un endroit précis, à l'endroit où tu as envie, tu vois, et de dire à cet endroit-là, je vais mettre de la réflexivité, mais le reste, je ne le mettrai pas en fait, il me semble. Et voilà, et je voulais revenir un peu sur ça, sur qu'est-ce qui fait que tu as eu, pardon, je parle beaucoup trop, tu as eu envie de nous dire ça, de nous dire je vais pas parler je vais prendre cette forme-là parce que je voudrais pas assécher mon œuvre. En 12 mots, la réponse. Ce sont exactement les questions que je brassais. Je voulais en faire l'expérience et le faire fonctionner. Donc ce truc, c'est vraiment la modulation de toutes ces questions qui se fracassent les unes contre les autres et de mes propres, à la fois incompréhensions, dans ce passage permanent entre ce que je fais de mon œuvre, ce que je ne comprends pas, de ce que je suis capable d'en dire, etc. C'était l'espace pour poser ces questions-là, en tout cas, et puis surtout, ça s'écrivait tout seul, tu vois. Enfin, puis à la fin, j'ai fini par remonter, donc ça donne cette espèce de magma, de flot. Merci. Marie-Christiane. En fait, c'est juste un commentaire
par rapport à ce genre d'œuvre-là où l'IA intervient. Il y a tout l'aspect nouveauté, mais en fait, c'est une nouveauté qui va finalement s'épuiser d'elle-même parce que j'ai comme l'impression que tout ce que je vois qui a été touché par l'intelligence artificielle, c'est tout à fait une main qui apparaît dans un câble, des objets qui sont l'incohérence physique. Là, et donc, jusqu'où on va être capable de maintenir ce type d'image-là, l'intérêt de ce genre d'image-là. Ben, moi, la réponse que j'ai trouvée, que je me donne à moi-même, et évidemment que je vais balancer avec la plus grande des maladresses, puisque j'ai fini il y a 5 minutes et demie de montage, c'est cette relation au geste, en fait. C'est-à-dire que quand je parle de l'écart, je vois exactement ce que je suis en train de faire dans la salle d'expérimentation, son hésitation, sa fragilité, et puis à la fois la toute-puissance de cette intelligence artificielle, mais simplement, il n'y a pas un seul moment où il y a un geste qui est cohérent. Ça me raconte à quel point ces gestes sont importants, et moi, c'est mon propre soulagement vis-à-vis de l'intelligence artificielle. C'est vraiment à quel point cette notion de geste, elle est fondamentale. L'intelligence artificielle me parle à moi de mes propres gestes, par cette idée d'écart, en fait. C'est vraiment l'élément, enfin, je suis très excité par un truc, c'est le glas de Jacques Derrida qui met un texte de Hegel, un texte de Genet à côté et qui le fait gloser. Ces deux textes que je mets à côté et lui, et sur lesquels il travaille, c'est vraiment une stratégie qui revient. Mettre à côté ces deux images, ces deux trucs-là, c'était une manière de faire fonctionner. C'est ma machine à moi, voilà, pour faire fonctionner les choses, sur le geste. Bon, normalement, j'aurais terminé ici. Une dernière question. Oui, ben, par rapport à, je me demandais, est-ce que tu as mentionné rapidement justement comment l'intelligence, comme en utilisant cette vidéo-là, cette technologie, tu te rends compte de tes propres limites, comme je ne sais pas si dans tes gestes, je me demandais si tu avais touché plus précisément, comme plus. Quelle limite tu as découvert à travers cet exercice-là? Ça me permet de toutes mes limites d'une certaine manière, puisqu'il y avait celle de mes limites, les limites au langage qui passent, parce que là ça me ramène au fait d'écrire, d'être étudiant, de la façon dont j'utilise effectivement l'intelligence artificielle, comment je la détourne. Mais donc surtout ce qui m'intéressait, c'est celle des limites qui sont liées au biais en fait. Donc ça c'est des trucs qui sont vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Il y avait une autre limite aussi, c'est celle que je rencontrais à faire des dispositifs dans la salle d'expérimentation, c'est-à-dire que je fais une super production, j'allais bien au-delà de ce que... mes pièces étaient les limites de ce que je voulais faire au départ. C'était les limites de ce dispositif. Et en les réalisant par l'intelligence artificielle, par sa toute-puissance, ça m'amenait ailleurs, ça permettait de dépasser mon fantasme de toute-puissance, d'un dispositif absolument génial qui ferait des choses extraordinaires. Je me déplace ailleurs, effectivement, vers des choses plus tactiles, de la matière, qui me ramènent à des histoires personnelles, etc., etc., etc. Merci. Je vais vous demander d'applaudir les présentatrices.